Pas de Français pour Air France. Jeudi soir, le conseil d'administration de la compagnie aérienne a décidé de placer à sa tête le Canadien Benjamin Smith avec les encouragements du gouvernement. L'homme, spécialiste du low-cost, a négocié un salaire de 3,3 millions d'euros par an. Le média a du plomb dans l'aile. La Web TV proche de Mélenchon n'a pas encore fêté son premier anniversaire que la pérennité de l'aventure est sérieusement remise en question. Gouffre financier, désaccords de gestion et querelles de personnes. La lutte pourrait bien être finale. Madame, monsieur, bonsoir. Un patron étranger à la tête d'Air France KLM, près de 3 mois après la démission forcée de Jean-Marc Janaillac, le numéro 2 d'Air Canada, Benjamin Smith, a été élu à la tête de la compagnie aérienne française avec le soutien du gouvernement et du concurrent Delta Airlines, une arrivée vue d'un mauvais œil par les syndicats. Air France KLM est-elle en passe de rejoindre la liste des grandes entreprises françaises démantelées par la Macronie? Après un conseil d'administration réuni dans l'empressement un lendemain de 15 août, le géant aérien français s'est doté d'un nouveau président venu d'outre-Atlantique. Jeudi, Benjamin Smith, candidat favori du gouvernement largement poussé par la compagnie américaine Delta Airlines, actionnaire d'Air France KLM, a gagné le siège de Jean-Marc Janaillac, démissionnaire en mai dernier. Désormais ancien numéro 2 d'Air Canada, Smith devrait prendre ses fonctions au sein d'Air France KLM avant la fin du mois de septembre. Une échéance qu'il n'aura pas attendue pour négocier son salaire, 3,3 millions d'euros par an, soit le triple de son prédécesseur. Une décision visant à compenser sa perte de stock option chez Air Canada et qui, rassurez-vous, reste dans les normes des rémunérations des patrons du CAC 40. Depuis 1933 et la création de la compagnie, c'est la première fois qu'Air France KLM se retrouve dirigé par un étranger qui plus est extra-européen et qui ne parle pas français. Si le pouvoir macronien voit dans l'arrivée de cette figure de l'élite mondialisée une aubaine pour redynamiser l'entreprise, sans doute grâce à la spécialisation de Smith dans le low-cost, les syndicats, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. De même, Paul Farge, le représentant des pilotes actionnaires au conseil d'administration de l'entreprise, estime que ce parachutage place Air France KLM sous influence nord-américaine et va faire disparaître une part importante de la souveraineté aérienne du pays. En effet, pour beaucoup, la figure de T-Ben, comme on surnomme Smith en raison de sa petite taille, est celle d'une main étrangère, laissant redouter pour la compagnie un destin à la Alstom démantelé en 2015 avec la bénédiction d'Emmanuel Macron. Dans son communiqué de presse, Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, ne cache pas ses craintes dans la mesure où Delta Airlines détient 8,80% du capital d'Air France KLM, à égalité avec la China Eastern Airlines, quand l'État français affiche seulement 14,30%. La situation très délicate dans laquelle se trouve l'entreprise n'arrange rien. Après des mouvements sociaux importants, Jean-Marc Janaillac avait joué son va-tout en proposant un référendum aux salariés en mai dernier, en mettant sa démission dans la balance. Les syndicats avaient considéré que ces propositions n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes. Janaillac avait donc été contraint à la démission, une démission que beaucoup pourraient bien regretter rapidement. En effet, Ben Smith semble avoir été placé là pour remettre les syndicats, pilotes en tête, à leur place. On peut donc prévoir de grosses zones de turbulence dont le montant du salaire du nouveau PDG sera le parfait premier prétexte. Le média prend l'eau alors que TV Liberté entame sa 5e saison. Il aura suffi à peine plus de 6 mois pour que la Web TV, lancée par les proches de Jean-Luc Mélenchon, arrive au bord du gouffre. Train de vie dispendieux, direction décriée et salariés au bord de la crise de nerfs. Les complications ne manquent pas, au point que l'aventure pourrait s'achever avant même de fêter son premier anniversaire. Lancer une Web TV indépendante n'est décidément pas de tout repos. Le média, la Web TV, créée dans le sillon des attaques contre la presse par l'insoumis candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon, accuse le coup. Le début de l'été avait déjà sonné la fin de la récré avec une mutinerie en règle, poussant Sophia Chikirou, la patronne, à laisser sa place à Aude Lancelin, ancienne de l'Obs. Mais si la première était très critiquée en interne pour sa gestion du management, illustrée par de nombreux départs en fanfare, la
deuxième ne semble pas capable d'endiguer la crise. En effet, le départ de la numéro 1 n'a pas suffi à calmer le jeu. Aujourd'hui, un mois plus tard, le moins que l'on puisse dire est que la saison 2 du Média est tout sauf sur les rails. Après des critiques dues à sa mauvaise gestion, Sofia Chikirou doit désormais affronter des accusations de malversation au profit de son agence de communication Mediascope, une entreprise qui avait déjà profité des largesses des comptes de campagne en facturant à la France Insoumise. L'affaire a été révélée par Mediapart qui résume la situation de manière implacable. La consultante Chikirou donnait des conseils à la présidente Chikirou. L'ex-présidente du Média a donc riposté en proposant aux sociaux, les pseudo-actionnaires du Média, de s'exprimer sur la question pour trancher. Mais quoi qu'il en soit, la rédaction de la Web TV est au bord de l'implosion. Les finances de l'aventure ne semblent pas au beau fixe, là encore à cause de la gestion des fonds. Le gouffre a d'ailleurs poussé à réduire la voilure de la chaîne. En effet, Aude Lancelin avait annoncé dès son arrivée au poste de présidente son intention de réduire les éditions du JT quotidien. Depuis, il a tout bonnement été supprimé. Car si le journal était l'émission phare du Média, c'était également le programme le plus cher et le plus compliqué à gérer. En effet, les journalistes concurrents n'avaient pas raté une occasion de vilipender leurs collègues insoumis quand ceux-ci traitaient les informations de l'Observatoire syrien des droits de l'homme avec prudence, estimant que les données n'étaient pas objectives. Une position de résistance plutôt honorable pour le Média insoumis qui a toutefois sombré dans le piège d'une fake news pendant l'évacuation de l'université de Tolbiac à Paris en expliquant à tort qu'un étudiant avait été gravement blessé par les forces de l'ordre. La situation globale du Média est donc tellement tendue que sa disparition devient de plus en plus envisageable. Certains salariés estiment que le projet initial est désormais voué à l'échec à cause de la malhonnêteté et de l'égoïsme de quelques-uns. Ils ont d'ailleurs déjà décidé de lancer une nouvelle initiative qui s'appellera tout bonnement le Nouveau Média. Dans un communiqué de presse diffusé le 15 août, ils affirment que les studios seront disponibles dès le 1er janvier 2019. Chaque nouvelle promesse se positionne par rapport à la situation dans la Web TV en crise. Ainsi, ceux qui se définissent comme des jeunes de gauche lanceront ce qu'ils décrivent comme un nouveau média plus libre, mieux géré et plus indépendant. À croire que le nouveau projet prendra ses distances avec la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour les élections européennes, dont la directrice de campagne ne sera autre que Sofia Chikirou. Le Venezuela en plein chaos. Le pays est plongé dans une crise économique et politique sans précédent entre inflation record et tentative d'attentat contre le président Nicolás Maduro. L'horizon continue de s'obscurcir. Thibaut Bastide. Des centaines de morts, des dizaines d'arrestations et une économie au point mort. Le Venezuela ne voit pas la sortie du tunnel. Un an après les manifestations meurtrières, la situation ne connaît pas d'amélioration. Pire, elle se détériore. Alors que le Venezuela dispose des plus importantes réserves de pétrole au monde, le pays manque de nourriture et de médicaments. Face à la chute du cours du brut depuis 2014, le Venezuela, qui tire 96% de ses revenus du pétrole, souffre d'un manque de devises. Ainsi, l'argent liquide manque. Une situation qui touche également l'église catholique où les paroissiens paient désormais l'offrande à la messe avec leur carte bancaire. Gracias a nuestra parroquia que tenemos un dispensario, una fundación que nos facilita el punto. Y hay gente con mucha generosidad que por el punto hace sus donativos. Entonces, de eso, por ahí podemos sobrellevar el asunto. De resto es difícil, por efectivo imposible. Et les différents rapports, notamment du FMI, n'ont pas de quoi rassurer. Selon les prévisions du Fonds monétaire international publiées lundi 23 juillet, l'inflation devrait accélérer d'1 million de % d'ici la fin de l'année et le PIB devrait perdre 18%. À cela, il faut ajouter une situation politique extrêmement tendue. En effet, le président Nicolás Maduro est loin de faire l'unanimité. Le 4 août dernier, l'homme fort de Caracas a été victime d'une attaque présumée lors d'un discours donné en marge d'une célébration militaire. En ese mismo momento explotó frente a mí un artefacto volador y no tengo duda que todo apunta a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado.
Depuis, Nicolás Maduro a lancé une offensive contre l'opposition en annonçant l'arrestation de députés accusés d'implication dans la tentative d'attentat. En première ligne se trouve l'ancien président du Parlement, l'opposant Julio Borges, actuellement en exil à Bogota et protégé par le gouvernement sortant colombien. En tout, une quinzaine de personnes, dont 2 généraux et un colonel, ont été arrêtés. Une véritable chasse à l'homme qui ne fait qu'accentuer la défiance envers Nicolás Maduro. En effet, les théories du complot se multiplient. Selon l'opposition, l'incident des drones aurait servi de prétexte pour renforcer la répression politique et faire diversion face à la crise qui ravage le pays. Affirmant qu'il n'y aurait pas de pardon pour les auteurs de l'attaque, Nicolás Maduro pourrait en effet tirer parti de l'événement pour rassurer ses partisans quelques semaines après avoir admis l'échec du modèle productif mis en place par son gouvernement ces dernières années. Un échec qui, avec l'aide de certains acteurs régionaux, a déjà poussé plus de 2 millions de Vénézuéliens à l'exil et fait basculer 87% de la population dans la pauvreté. Et on reste avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. Les polémiques fleurissent autour de la catastrophe de Gênes, 3 jours après l'effondrement du viaduc qui a causé la mort d'au moins 39 personnes, dont 4 Français. Le mouvement 5 étoiles est mis en cause. Un texte publié en 2013 par BP Griot, le fondateur du mouvement, dans lequel il comparait les craintes sur la sécurité de l'édifice à des contes pour enfants, a notamment refait surface. Suffisant pour les opposants qui réclament la démission du gouvernement, qui n'était pourtant pas aux affaires lors de la construction du pont. Alors que les affrontements politiques ont déjà repris, les recherches de victimes se poursuivent. Entre 10 et 20 personnes sont toujours portées disparues. Explosion du nombre de noyades en 2018. Selon les chiffres dévoilés jeudi par Santé publique France, 1758 noyades ont été dénombrées. Un chiffre qui a doublé en 3 ans puisque 858 cas avaient été enregistrés en 2015. Parmi ce nombre record de noyades, 373 ont été mortelles, dont 20 concernent des enfants de moins de 6 ans. 80% de celles-ci ont eu lieu dans des piscines privées. La loi de 2004 sur les dispositifs de sécurité obligatoires ont donc du mal à prouver leur efficacité et ne remplace décidément pas la surveillance des adultes. Un bulletin de vote contre une croisière. L'ancien député socialiste de Marseille, Henri Gibraïel, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir détourné des subventions à des associations pour offrir des croisières à des personnes âgées de sa circonscription marseillaise en vue des législatives de 2012. Un cadeau qu'il aurait possiblement monnayé contre un bulletin de vote. Le mis en cause conteste les faits et dit attendre le procès avec impatience. Une ancienne esclave de l'État islamique retrouve son bourreau en Allemagne. Après avoir fui l'Irak et trouvé refuge en Europe, Aswaq Tallo a affirmé aux autorités être tombé nez à nez à Stuttgart avec celui qu'il avait acheté une centaine de dollars quelques années plus tôt à Mossoul. Après avoir alerté les forces de l'ordre, les policiers sont parvenus à identifier l'individu, mais lui ont expliqué n'avoir aucune charge permettant de l'arrêter et qu'il était enregistré comme réfugié et demandeur d'asile. Face à la situation, l'adolescente aurait décidé de quitter l'Allemagne pour retourner au Kurdistan, peut-être plus sûr. Ibrahim Boubacar Keïta renouvelle son mandat sur fond d'accusation de fraude. Le chef de l'État malien sortant a été réélu jeudi avec 67% des voix. Alors que le taux de participation a été historiquement bas, le candidat battu, Soumaïla Cissé, a dénoncé des fraudes massives et un coup d'État électoral. De son côté, l'Union européenne a souligné n'avoir constaté que des irrégularités procédurales. Les nombreuses missions d'observation n'ont pas encore rendu leur verdict final, mais l'atmosphère s'est tendue à Bamako. Mercredi soir, l'Internet mobile a été coupé dans la capitale malienne et les forces de l'ordre ont été déployées dans le centre-ville. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une, l'Allemagne en faveur d'un troisième sexe. Et puis sans transition, ce soir, ne manquez pas le best-of d'Immédiat avec les meilleurs moments de Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est à présent le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir.
Campagnol est un peu en émoi, et avec lui toute la région, parce que le jeune secrétaire de préfecture, un énarque, s'est permis de doubler les forces de gendarmerie avec lesquelles il travaillait ordinairement, d'une espèce de garde personnelle, enfin 2 personnes en tout cas, qui sont en fait, selon ce qu'il a déclaré à la presse, des amis d'une société de sécurité privée qui avait assuré la protection d'un festival il y a 3 mois, événement à l'occasion duquel ces agents de surveillance auraient sympathisé avec le fameux stagiaire de préfecture de 30 ans. Le problème, c'est que d'après un journaliste national qui a enquêté là-dessus par hasard et qui a failli se faire écraser 2 fois depuis, c'est bizarre, 2 au moins de ces agents privés de sécurité sentent le soufre. Le premier parce qu'il vient d'être inquiété pour port d'armes et le deuxième parce qu'il fournissait les milieux du showbiz parisien en drogues diverses et pas seulement en provenance du Maghreb. Il en commandait sur le web des amphétamines un peu rares, assez chers, notamment le 3-MMC, une drogue de synthèse sans effet rebond, assez prisée par les gens de pouvoir. Alors il y a eu une enquête, le jeune secrétaire de préfecture a été convoqué comme témoin. Pour nous, à Campagnol, ça voulait dire consommateur. Il a dit évidemment qu'il ne savait rien, mais la justice a découvert que l'aîné des agents de sécurité jouissait d'entrées un peu partout grâce à lui, et que ses relations étaient basées pour une part au Maroc. Et visiblement, le fait d'échapper à tous les contrôles en voiture ou d'être au courant de toutes les opérations de police lui permettait, à lui ou à ses amis, d'acheminer de la drogue vers un appartement parisien qui servait de plaque tournante. Eh bien, cet appartement, d'après ce qu'on dit, était à l'abri des soupçons parce qu'il s'agissait d'un appartement de fonction, figurez-vous, gardé par des gardes républicains. Et là encore, on se demande pourquoi le mystérieux agent de sécurité privée, qui a tout de suite 25 ans, pouvait entrer et sortir de cet endroit sans que son véhicule soit jamais fouillé. Mais il y a encore mieux, ou encore pire, c'est que la justice a voulu perquisitionner le fameux appartement dont il avait les clés, ce garçon. Or, justement, ce jour-là, il ne la savait pas. Donc la police est revenue le lendemain, et quand elle a visité finalement l'appartement, pendant la nuit, le coffre-fort avait disparu, soi-disant parce qu'il contenait des armes. En fait, les coffres qui contiennent des armes déclarées doivent être scellés au mur, donc c'était déjà du n'importe quoi. Alors la police a demandé où était le coffre, et notre jeune homme a dit qu'il ne pouvait pas révéler le nom de l'ami qu'il avait emporté pendant la nuit. C'est là que cette affaire devient absolument délirante. Qu'a fait la justice? Rien. Elle a dit qu'elle n'enquêterait pas sur la disparition de ce coffre. Alors là, vous vous souvenez sans doute de l'ancien magistrat dont je vous ai parlé à Campagnol et qui a fait la moitié de sa carrière à Montpellier. Eh bien, il a dit, moi, je sais ce qui s'est passé. Ce coffre était probablement bourré de drogue. Oui, il contenait la liste des clients, c'est pareil. J'ai l'habitude de ces situations-là, me dit-il, et nos 2 compères, là, les agents de sécurité douteux, se sont blindés en mettant à l'abri des documents compromettants sur leur livraison. Et s'ils étaient protégés, s'ils avaient des passe-droits partout, c'était pour protéger avant tout leurs clients. Et là, ce magistrat, à la retraite, nous a raconté que le jeune secrétaire de préfecture, visiblement très protégé lui aussi, dès son arrivée dans le pays, il y a 1 an, avait été inquiété par des rumeurs étayées par des indiscrétions lié à une opération du genre Wikileaks. Du 3-MMC avait été livré à une adresse dépendant de la préfecture et une autre adresse au siège du conseil régional. Les bordereaux ont fuité sur Internet et le tout était payé en bitcoin. Tout le monde disait que ces produits servaient à notre jeune énarque et à ses amis du même tonneau, mais sa seule défense a été que les bordereaux de livraison étaient des faux. En fait, quand c'est payé en bitcoin, on ne peut pas douter de la transaction. Et quand on fait coïncider les dates d'émission, de paiement, de livraison, tout concorde. Donc en fait, tout se passe comme si notre jeune énarque était à la fois consommateur et relais de consommation. Il met en somme en rapport des gens de la plus haute société parisienne. Donc la justice va aller regarder ailleurs. À moins que notre journaliste, là, celui qui a failli se faire écraser 2 fois, ne trouve quelque chose un jour à aller savoir. Et aller savoir est une très bonne conclusion de cette affaire. Je vous laisse la vôtre, mais nous saurons probablement un jour ou l'autre. Ici, ça s'appelle Campagnol TVL et c'est sur YouTube. Merci.